Bonjour à tous, c'est Elisabeth. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler cette fois-ci des relations toxiques. C'est un vaste sujet. Je vais parler de vampirisme énergétique. Je vais parler aussi de la perversion et de la toxicité qui peut s'installer dans une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle, pourquoi pas. Le tout, c'est de réussir à déterminer vraiment la nature de cette relation pour mieux la vaincre ou en tout cas pour mieux y mettre fin. Ça va être une vidéo qui va être basée sur mon expérience de vie, mon expérience personnelle. Alors bien sûr, il y a des gens qui comprendront, d'autres qui comprendront pas, c'est pas très grave. J'ai envie de faire cette vidéo par rapport vraiment à ce que j'ai vécu, parce que à mon sens, c'est souvent en vivant qu'on apprend. C'est-à-dire que c'est très difficile de parler avec le cœur d'un sujet quand on ne l'a pas complètement vécu. Donc moi, c'est du vécu. Je vais m'inspirer, bien sûr, de mon histoire. C'est une vidéo sous forme de confession, on va dire. Je parle vraiment de ma vie, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai vécu. C'est vraiment une partie de moi, de mon intimité et surtout, je ne suis pas là pour faire un procès en place publique, hein, pas du tout. J'essaye justement de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, je suis complètement libérée de ces emprises qui ont eu un rôle pourtant important sur moi pendant de nombreuses années. Et si moi, j'ai réussi à m'en libérer, eh ben, il y a de fortes chances que vous aussi, vous y arriviez. Donc, on va essayer d'aborder ça ensemble aujourd'hui. Donc, pour moi, de prime abord, la chose la plus importante, c'est déjà de réussir à déterminer la nature de cette relation. C'est-à-dire que, à mon sens, tout au long de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre départ finalement, notre existence est jalonnée de rencontres. Les premières rencontres que nous faisons, et ça c'est obligatoire aussi, hein, c'est notre famille. Donc on va se construire par rapport à nos relations familiales. Très souvent d'ailleurs, on a beau dire tout ce qu'on veut, quand on interroge des psys par exemple, quand on démarre une psychanalyse, très souvent les gens commencent à parler de leur enfance. Pourquoi? Parce que l'enfance, c'est la construction. Entre 0 et 12 ans, tout ce qu'on va voir, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va nous faire, eh ben, ça va nous marquer profondément en nous. Et c'est pas rare, de voir des gens qui viennent me voir aujourd'hui pour du magnétisme, par exemple, parce qu'ils ont des problèmes, qui sont liés à d'autres choses. C'est toujours comme ça, il faut toujours chercher la cause à effet et très souvent quand on remonte, eh ben, on s'aperçoit qu'il s'est passé des choses dans l'enfance qui sont pas forcément des choses, très positives et qui nous ont marqués au fer rouge toute notre vie. Alors, j'ai pas du tout envie de me la jouer Françoise Dolto, hein, c'est pas la peine, je suis pas là pour ça. J'ai pas fait d'école de psychologie ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est juste du bon sens. Et je pense que quand on vit des choses dans notre enfance, dans notre cercle familial, qui sont pas forcément bonnes, forcément ça va nous marquer. Et si j'en parle, c'est parce que j'ai vécu des choses dans mon enfance et dans ma construction qui n'ont pas forcément été très agréables et qui du coup m'ont marqué pour le restant de ma vie finalement. Ensuite, quand on grandit, on étend son cercle. On va à l'école, on rencontre des gens, on a une vie sociale qui commence à s'élargir. Et plus on va évoluer dans la vie, plus on va grandir et plus on va rencontrer de gens. Alors bien sûr, on peut faire des rencontres qui sont excellentes, qui sont très bonnes, qui sont sincères et qui vont nous permettre d'évoluer sur bien des plans. Ça, il faut le comprendre. Il faut comprendre aussi qu'on a parfois des rencontres dans la vie qui viennent, je dirais, pour un laps de temps, c'est-à-dire qu'on va fréquenter des gens pendant 1 an ou 2, pendant 5 ans, pendant 10 ans, et après on va se perdre de vue, tout simplement parce que la mission de chacun est terminée. On a apporté tout ce qu'on avait à apporter. Ça ne veut pas dire qu'on ne se recroisera pas plus tard, pourquoi pas, mais en tout cas, sur l'instant, on a besoin de poursuivre séparément nos chemins. On a appris ce qu'on avait à apprendre, on a appris ce qu'on avait à apprendre, et après, chacun continue son chemin. C'est des rencontres qui sont positives et qui vont nous aider à évoluer. Parce que dans la vie, il faut évoluer. C'est obligé. On est obligé de choisir des personnes qui vont nous tirer vers le haut. Et puis, il y a aussi, bien évidemment, il y a un équilibre dans tout. Ça, c'est la vie qui est faite comme ça. Eh bien, il y a aussi des relations qui vont nous apporter beaucoup plus de mal que de bien. Il faut un équilibre. Alors le but, bien sûr, ce n'est pas qu'il y ait plus de relations négatives que de relations positives. Il faut réussir à déterminer
cette nature négative dans une relation pour pouvoir clairement s'en séparer et pouvoir évoluer positivement avec des gens positifs. Je rigole parce que j'ai tout à fait conscience que je prends un ton beaucoup plus grave que dans d'autres vidéos où je fais beaucoup plus d'humour. Et, euh, et je vais éviter de faire de l'humour parce que je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui cherchent de vraies réponses par rapport à leur histoire de vie, par rapport à ce qu'ils vivent certainement sur l'instant ou ce qu'ils ont vécu mais qui n'arrivent pas forcément à s'en débarrasser complètement. Donc c'est vrai que je serai beaucoup plus sérieuse. Bon, je ferai un petit peu d'humour quand même de temps en temps, mais voilà. Donc, de prime abord, décidément, c'est mon expression du jour, j'ai envie de parler du vampirisme énergétique parce que le vampirisme énergétique, on en parle beaucoup dans le domaine ésotérique. Et il faut savoir aussi ce que c'est, parce que le vampirisme énergétique, rien que le mot, ça peut commencer à faire flipper. Donc, ce que je commencerai par vous dire, tout simplement, c'est que, comme je le dis souvent d'ailleurs dans des vidéos, j'ai souvent parlé de tout ça, je dis souvent qu'on est tous énergie. Tout ce qui est autour de nous, c'est de l'énergie, on est vibration, on est énergie. Les personnes justement qui pratiquent le vampirisme énergétique, ce sont des personnes qui vibrent très bas. Tellement bas d'ailleurs que en général, elles essayent d'aller voler de l'énergie aux gens qui sont autour d'eux. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste et vous allez très vite comprendre. Le vampire énergétique, c'est une personne qui a tendance à se plaindre en permanence. Des fois, elle ne le fait même pas exprès, hein. Des fois, elle n'est pas consciente de le faire, mais elle voit tout en noir. Elle voit même pas le verre à moitié vide, elle voit le verre vide. Ça va jamais bien. Il y a toujours un enchaînement où elle va dire, moi, j'ai pas de chance, il m'arrive toujours des choses, et moi, tu te rends compte, et moi, gna gna gna, et moi, gna gna gna. C'est-à-dire qu'elle macère finalement dans des énergies qui sont très basses, et elle se lamente perpétuellement, en perpétuité, j'allais dire, non, perpétuellement sur son compte. Dans leur discours, en général, les vampires énergétiques, ce sont des gens qui sont malchanceux, qui ont toujours été trompés, abusés. C'est jamais de leur faute, quoi qu'il arrive, c'est jamais de leur faute, parce qu'ils se victimisent en permanence. Et en plus, ce sont d'éternels incompris. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne finalement qui peut les aider, parce que personne ne les comprend. Donc, un vampire énergétique, c'est souvent une personne qui n'a pas eu de chance dans sa vie, qui a perdu son travail, mais qui ne sait pas pourquoi, qui est rejeté de sa famille, mais qui ne comprend pas pourquoi, qui est rejeté de ses amis, mais qui ne comprend pas pourquoi. C'est quelqu'un qui perd de l'argent, c'est quelqu'un qui est abusé, c'est quelqu'un qui est, voilà, il va jamais bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, il ne va jamais bien. Et comme il va jamais bien, puisqu'il est dans ces énergies qui sont très basses là, eh ben, ces gens-là, ils ont besoin de trouver une bonne épaule sur laquelle pleurer de temps en temps, voire très souvent, ça dépend à quelle fréquence vous les acceptez chez vous, mais très souvent, le vampire énergétique va trouver une bonne épaule qui va l'écouter, et comme ça, il va pouvoir se plaindre, et se plaindre, et se plaindre, et se plaindre. Et comme vous, vous êtes empathique, vous avez envie de l'aider, cette personne, vous n'avez pas envie de la laisser tomber, vous vous culpabilisez même si vous ne l'aidez pas suffisamment, eh ben, vous allez continuer à l'écouter, à lui apporter votre soutien comme vous pouvez. Et c'est à ce moment-là qu'il va continuer, bien sûr, à vous planter ses crocs dans la gorge. C'est une image, hein, attention, ne sortez pas le pieu, c'est pas tout de suite. Mais c'est plus vous allez vous montrer sympa avec lui et plus justement il va s'accrocher. Plus vous allez l'écouter et plus il va vous plomber. Plus vous allez l'accepter chez vous et plus il va venir. Une fois qu'il aura commencé à venir, il s'arrêtera plus. Et puis une fois qu'il sera là, il s'arrêtera plus non plus de parler. Donc il va rester des heures et des heures et des heures et des heures. Et puis bien sûr, vous allez tenter, comme vous pouvez, de le conseiller, de l'écouter, de le rassurer, de lui donner des conseils, que cette personne ne mettra jamais ou presque à exécution. Bah oui. Ça veut dire qu'à chaque fois, elle va venir pour la même chose. Vous allez lui donner toujours les mêmes conseils, qu'elle n'écoutera jamais, qu'elle ne mettra jamais à exécution. Donc, vous perdez votre temps et votre énergie. C'est très dur, je sais, mais c'est la réalité. Donc en fait, c'est quelqu'un qui brasse de l'air en permanence pour se plaindre, pour se lamenter, pour voilà, c'est très, 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 très négatif. Et puis une fois que cette personne-là, elle s'en va,
Elle va vous dire: «Ah bah dis donc, ça m'a fait du bien de te parler». Sauf que vous êtes complètement ratatiné. Vous avez qu'une envie, c'est d'aller dans votre canapé, d'aller dormir, parce que vous avez plus le moral du coup, parce qu'avec tout ce qu'elle vous a raconté, vous êtes tombé, vous avez fait une chute libre dans vos émotions et dans vos énergies, donc vous avez plus le moral et vous êtes complètement crevé parce qu'elle vous a piqué toute l'énergie que vous aviez. Ça, c'est vraiment le vampirisme énergétique. Et en clair, je pense que c'est notre empathie qui nous fout dedans. C'est-à-dire que plus on a d'empathie, plus on se sent missionné d'être la main tendue pour aider l'autre, et on se dit on peut pas la laisser tomber, que c'est notre devoir finalement de l'aider. Donc il est hors de question qu'on laisse les gens dans leur caca, comme je dis. Alors on se dit toujours, mais non, mais moi je vais l'aider. Non, non. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider soi-même. C'est terrible, hein, mais on ne peut pas le faire à la place des gens. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va pas bien en permanence, que vous continuez à lui donner des conseils, mais qu'il les met jamais à application, bah voilà. Donc au final, arrêtez de lui donner des conseils. Ça sert à rien. Ne rentrez pas dans son jeu. Plus vous rentrerez dans son jeu, et plus il vous en demandera. Vous allez lui tendre la main. Ça, c'est sûr. Et lui, il va vous arracher le buste. Donc non. C'est pas la peine. C'est-à-dire que, il arrive aussi qu'au fil du temps, quand vous parce que je suis sûre que là, quand je suis en train de vous en parler, de cette personne-là, le vampirisme énergétique, il est fort possible que vous soyez déjà en train de penser à quelqu'un, en vous disant: ah mais carrément, c'est ça». Et il est fort possible que si vous continuez à fréquenter cette personne sur la longueur, en vous disant: «Bah non, 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 mais je vais l'aider, je vais l'aider, je vais l'aider», au bout d'un moment, je pense que le simple fait que vous receviez un message où elles vous disent: «Je peux passer te voir», je pense que ça peut carrément devenir un cauchemar pour vous. Très souvent, les gens qui sont victimes de ces genres de personnes-là, ressentent des crampes d'estomac, ils sont agacés, ils sont fatigués, ils sont anxieux, même après, c'est-à-dire une fois que la personne part, il y a cette sensation-là d'être vidé, mais ça peut aussi être de la colère et chacun exprime les choses différemment et c'est le corps, aussi qui va traduire les choses. Il peut y avoir des crampes, avoir des douleurs au dos, des douleurs au cou, des douleurs partout, mais ça, c'est parce qu'on vous pompe de l'énergie et que justement, à chaque fois, eh ben, vous avez ces symptômes-là qui vous viennent. Et parfois, vous pouvez avoir jusque la hantise que cette personne vous appelle. Vraiment. Et quand je dis vraiment, c'est que c'est, voilà. Et c'est là que c'est très difficile. C'est très difficile de réussir à subir ce genre de choses en se disant oui, mais je dois l'aider. Oui, mais il faut que je la sauve. Non. L'amitié, le principe de l'amitié, c'est pas ça. Donc, ce genre de comportement n'est pas bon du tout. Si vous voulez même pousser un petit peu plus loin vos recherches, je vous encourage vivement à le faire. De toute façon, c'est jamais perdu. Et il y a un très bon livre qui parle justement du mécanisme, on va dire, des vampires énergétiques. C'est La prophétie des Andes. C'est un livre qui a été écrit par James Redfield il y a quelques années, hein. C'est un vieux livre. Vous le trouverez sur Amazon, je vous mettrai peut-être un truc en dessous, la vidéo. Mais c'est un livre qui est débordant de logique et qui permet de mettre en lumière, je dirais, les différents cas de figure qu'on peut rencontrer, les différentes personnalités, en tout cas, de vampires énergétiques. On y découvre qu'il y a l'intimidateur. Donc l'intimidateur, c'est celui qui fait peur, en fait, qui crée la peur chez le sentiment de peur chez sa victime. Il y a l'interrogateur. Donc ça, c'est la personne qui pose toujours des questions. Vous lui donnez une réponse, elle pose la question, elle pose des questions, et elle pose des questions, et elle pose des questions. Et ça, c'est compliqué. C'est souvent ce que font les enfants, si vous avez des enfants. Facile. Vous leur dites un truc, là, il y a un âge entre 3 et 5, 6 ans, là, où ils sont toujours dans le pourquoi. Et pourquoi on fait ça? Et pourquoi on dit ça? Et pourquoi on va là? Ah bon, mais pourquoi? Ah bon? Voilà, ils ne se rendent pas compte, hein, mais ça aussi, ça vous fatigue, ça vous prend de l'énergie. Il y a aussi la personnalité qui est indifférente. L'indifférent, eh ben, c'est celui qui adore qu'on le supplie. Vous savez? Celui qui adore, en fait, qui a très envie, par exemple, je sais pas, on va dire, tiens, on va à la mer. Oh non, j'aime pas envie, pas envie d'aller à la mer.
Alors on va dire, ah si, allez, s'il te plaît, on va à la mer. Non, j'ai pas envie d'aller à la mer. Et vous allez le supplier comme ça pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, il va dire, bon bah d'accord, on va à la mer. Chez moi, ça marcherait jamais de la vie, hein. T'as envie d'aller à la mer? Non. Bah tant pis pour toi, moi j'y vais, salut. Donc ensuite, il y a le plaintif. Donc voilà, le plaintif, c'est le cas de figure que j'ai exposé tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui va macérer en permanence dans ses problèmes et qui vous appelle d'ailleurs pour se plaindre en permanence. Donc qui va vous voler vos énergies comme ça tout le temps. Et si vous venez franchement de penser à quelqu'un quand je parle de tout ça, c'est très bien. Je pense même que vous pouvez prendre un papier et un crayon et que vous pouvez noter les noms des personnes qui vous viennent. D'accord? Si ça vous fait penser à quelqu'un, allez-y, notez. Et ne me remerciez pas, je vous en prie. Allez, on va se faire un petit top 10 des comportements qui sont à fuir. Et on va commencer par les personnes qui absorbent votre temps. Là, je vais donner un exemple, hein. Parlons exemple frappant. Parlons histoire de vie. Voilà. J'ai vu dans mon entourage une personne, il y a pendant longtemps, hein, je l'ai eu pendant un certain temps, une personne en fait qui n'allait jamais bien. Jamais. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, elle n'allait jamais bien. Je pense qu'elle s'était enfermée dans une spirale de négativité où de toute façon, il pouvait arriver que du négatif. C'est pas compliqué, il y avait que ça. Donc cette personne, elle avait vraiment un don, hein, pour le coup, c'est qu'elle m'appelait tout le temps quand je ne pouvais pas répondre. Donc déjà, c'est frustrant. C'est-à-dire qu'on aimerait bien lui apporter une réponse, mais elle appelle tout le temps quand on est occupé. Ou alors elle appelle très tard le soir. Et très tard le soir, moi, une fois que j'ai terminé ma journée, comment dire, j'ai envie de me déconnecter, j'ai envie de me poser tranquillement et j'ai envie de me ressourcer. J'ai pas forcément envie de passer 2 heures, 2 heures et demie au téléphone à entendre quelqu'un qui se plaint, qui va pas bien, qui en a marre, qui pleure, qui se plaint, qui... Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Et cette personne-là, eh ben, finalement, elle me vampirisait. C'est terrible, hein, mais c'était une très bonne amie à moi. Elle me vampirisait dès qu'elle le souhaitait. C'est-à-dire que j'étais arrivée à un stade où quand je voyais son nom sur mon téléphone, je me disais: ah non, pitié, je peux plus quoi, je peux plus, je pouvais plus. Et c'était terrible parce que j'avais vraiment un sentiment finalement de culpabilité déjà, où je me disais, bah si, il faut que tu sois la main tendue, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'écoutes, il faut. Et d'un autre côté, ça me faisait mal, quoi. Je veux dire, je supportais plus. Je pouvais plus. Surtout que cette personne-là, pour le coup, ça fait plusieurs années qu'elle macère dans les mêmes problèmes et que je lui ai donné les mêmes solutions des dizaines de centaines de fois, mais qu'elle ne met pas à exécution. Je peux pas. Au bout d'un moment, j'ai plus de mots. J'ai plus de, je sais plus quoi dire. Là, je bug. Voilà. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai été obligée de prendre une décision et de me dire, attends, est-ce que sincèrement tu as l'impression, c'est la question que je me suis posée, hein, est-ce que sincèrement tu as l'impression que tu l'aides? Non. Ok. Est-ce que sincèrement tu as l'impression que tes conseils avisés et justes, en plus pour le coup, est-ce que tu as la sensation que tes conseils sont les bons, mais qu'elle ne parvient pas à les mettre à exécution? Oui. Voilà, j'ai fait vraiment une progression comme ça pour réussir à faire le pour et le contre et pour réussir à faire un bilan dans cette relation. Et je me suis rendu compte surtout que finalement, elle n'avait pas forcément envie de suivre mes conseils. Elle n'avait pas envie. Et l'envie, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un. Vous pouvez très bien donner des conseils, mais s'ils ne sont pas écoutés, vous en faites quoi? On ne peut pas faire les choses à la place d'eux, c'est pas possible. Oui, mais Elisabeth, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ben, tu sors? Non. À ton travail? Ah non, 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 je veux pas rencontrer quelqu'un à mon travail. Ok. Mythique? Ah non, ah non, 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 moi les rencontres internet, non, non,
Non, je veux pas de ça. Je veux dire, si elle refuse de rencontrer des gens, il faut pas qu'elle s'en veuille si elle rencontre personne. Enfin, je veux dire, il y a un équilibre. Je veux dire, tu attires, enfin, tu as ce que tu attires. Tu t'ouvres pas aux gens, les gens s'ouvrent pas vers à toi non plus. Enfin, je veux dire, on va pas aller te chercher. Ça me semble logique. Moi, demain, je suis dans un contexte où j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Clairement, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour rencontrer quelqu'un. Donc, elle me demande toujours les mêmes conseils en me demandant, Elisabeth, peux-tu regarder dans tes cartes quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Bah, tu vas rencontrer quelqu'un quand tu vas te bouger le cul pour rencontrer quelqu'un. Excusez-moi, je me suis énervée. Pardon, je me suis énervée. Donc, vous avez bien compris le principe. C'est toujours quelqu'un qui va vous appeler quand vous ne pouvez pas répondre et qui va vous prendre un temps fou alors que vous aviez juste envie de vous poser calmement dans votre canapé. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ce sont les personnes qui viennent vous voir pour critiquer les autres. Toujours. J'en ai eu une ou deux comme ça, que dans mon entourage aussi, hein, que je ne vois plus d'ailleurs, j'ai arrêté. Parce que moi, concrètement, je suis jamais au courant de ce qui se passe, parce que je m'en fous. Donc, je suis pas forcément la personne à qui il faut aller raconter des ragots, des trucs et des machins. Et dites-vous bien que la personne qui vient vous voir et qui critique les autres, il y a de fortes chances pour que quand elle est avec les autres, elle vous critique vous. D'accord? D'ailleurs, il y a un petit dicton là-dessus. C'est quand je vous ai vu rire avec vos ennemis que j'ai compris que. Enfin, voilà. Donc, les gens qui vous critiquent, ce sont aussi des énergies qui sont basses. Très souvent, les gens qui sont dans la critique, bah, c'est des gens qui vont pas bien dans leur vie et qui s'emmerdent, hein, donc du coup, ils critiquent ce qui se passe chez les autres. La critique peut être constructive, attention. Attention, on peut avoir une bonne critique qui va pas forcément être négative. Mais la critique pour critiquer quand c'est gratuit et quand ça n'a aucun intérêt, eh ben, vu que ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux la fuir et respecter la vie privée et les choix de chacun. Voilà. Ça aussi, c'est beaucoup mieux comme ça. Ensuite, il y a aussi les gens, bien sûr, qui sont négatifs. Dans le négatif, vous avez des gens. On parle souvent dans le domaine ésotérique de la loi de l'attraction. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, hein, c'est vous qui voyez, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, je pense que le positif attire le positif et le négatif, le négatif. D'ailleurs, très souvent, quand on a une tuile, elle vient pas toute seule. Il y a deux, trois trucs qui viennent après. Tant que c'est négatif, on fait tout d'un coup. Moi, je suis persuadée qu'il y a un impact. Quand on est tout le temps en train de penser négativement, on l'attire vers nous. Libre à chacun, bien sûr, de penser, mais je pense que de fréquenter des gens positifs, ça nous fait du bien. De fréquenter des gens négatifs, boum, ça nous pousse vers le bas. Il y a ceux aussi, bien sûr, qui se prennent pour des victimes en permanence, hein. Ils vont pas bien. Alors, la victime, alors se victimiser, je pense que je pourrais faire une vidéo qui durait 48 heures. Mais ça fait un peu long à tourner, j'ai pas le temps. Mais le concept, c'est toujours de dire que je n'y arriverai jamais, de toute façon, moi, j'ai pas de chance, et de toute façon, machin, et gna gna gna, et gna gna gna. Comportement négatif, je suis une victime. Eh ben, écoute, à un moment donné, t'as envie d'être une victime? Eh ben, reste une victime. Pendant ce temps-là, moi, j'avance. D'ailleurs, très souvent, la personne qui se victimise n'a pas forcément conscience d'eux. Attention. C'est-à-dire que vous pouvez avoir très bien quelqu'un, attention, warning. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne dans votre entourage qui se victimise en permanence, mais qui n'a pas forcément conscience de le faire. D'accord? Donc le jour où vous en avez vraiment ras-le-bol, videz votre sac et dites-lui. D'accord? Je pense que ça peut vraiment l'aider parce que la personne qui se victimise n'a pas forcément conscience qu'elle le fait. Et c'est bien dommage. Il y a aussi dans le top 10 des comportements toxiques les personnes qui vous appellent uniquement quand elles ont besoin de vous. D'accord? Vous les voyez jamais autrement. Non, elles viennent juste quand elles sont dans la merde et qu'elles ont besoin d'aide. Alors, elles trouvent toutes les excuses pour réussir à avoir ce qu'elles veulent avec vous, hein, un service, du matériel, de l'argent, pourquoi pas. Et, euh, et puis, le jour où vous n'êtes pas d'accord et que vous lui dites, dis donc, tu te souviens, moi, quand je t'ai aidé? Et là, elles vous diront quoi? Mais dis donc, t'étais pas obligé. Je les adore, ceux-là aussi. À fuir. Il y a aussi les personnes qui ne maîtrisent pas leurs pulsions. Alors ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont généralement impulsives,
qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à gérer du coup une conversation. Si on n'est pas d'accord avec eux, boum, ils explosent, on ne sait pas pourquoi. Alors du coup, on est toujours sur le qui-vive, pardon, à se dire est-ce que ça va bien se passer? Oh, on fait un anniversaire samedi, il vient, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce qu'il va rien dire? Surtout, vous dites rien, hein. Surtout, vous, hein, on ne parle pas de sujet qui fâche. Ouais, d'accord, on ne parle pas de politique, on ne parle pas de foot, on ne parle pas de sport, on ne parle pas de... Il faut faire une liste, en fait, hein, quand on reçoit des gens comme ça qui maîtrisent pas bien leurs pulsions. C'est très déstabilisant pour les gens qui sont autour. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'être assis sur une cocotte minute. Est-ce que ça va bien se passer ou est-ce que... voilà. Alors, on peut dire que c'est une personne lunatique. De mon point de vue, j'aurais tendance à dire que c'est un con. Mais bon, après voilà, je pense qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre. Mais je fuis ce genre de personne qui peut polluer une soirée parce qu'on ne dit pas comme lui, quoi. Terminé. Je ne fréquente plus ça non plus. En septième position, très gros chapitre, hein, ça aussi on pourra en parler pendant des heures, ce sont les personnes qui mentent. Les mythos. Los mythos. Alors les mythos, eh ben, alors je pense que dans la catégorie d'ailleurs menteur, on pourrait là faire aussi des sous-catégories. Parce qu'il y a le comportement menteur, mais il y a aussi, je dirais, le comportement pathologique de la mythomanie. Pour moi, je me dis toujours qu'il y a deux sortes de menteurs. Il y a le menteur qui va mentir sur des choses auxquelles il sait à l'intérieur que ce n'est pas vrai. Il le sait. Mais il y a la mythomanie, et lui, je pense qu'il peut croire à son mensonge, en se persuadant que ce qu'il dit est vrai. Voilà. Et il y a aussi le mensonge qu'on dit, tous, parce qu'on arrive tous à mentir à un moment donné sur quelque chose, euh, pour protéger quelqu'un. C'est-à-dire que on va pas vraiment mentir, on va pas dire la vérité. On va le protéger d'une vérité. C'est pas méchant, c'est futile, hein, attention, hein, je parle de choses vraiment futiles. Mais le mensonge, oui, je pense qu'on fait croire aux enfants qu'il y a quand même le Père Noël qui vient déposer des cadeaux. C'est un mensonge, d'accord? Mais le pire, c'est quand même le mythomane, euh, où il peut y avoir aussi de la manipulation, hein. Le mythomane peut aller jusqu'à manipuler ses victimes, sa victime ou ses victimes. Là aussi, c'est mieux de couper les ponts. C'est-à-dire que moi, j'ai croisé beaucoup de mythos hein, dans ma vie. J'ai croisé aussi des mythos qui avaient besoin, je dirais, d'inventer des choses très graves pour que ça déclenche l'empathie chez l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand même qui vont jusqu'à inventer des maladies en se disant je suis malade, je suis mourante. Égal, occupez-vous de moi. Je suis très malade, occupez-vous de moi. Enfin, je veux dire, il y a des gens quand même qui poussent le bouchon très très loin. Donc je pense que la mythomanie, c'est très grave. Et je pense que ça peut vraiment créer de gros problèmes dans une vie, dans une famille. C'est extrêmement destructeur. Donc si vous vous apercevez que vous avez un mytho dans votre entourage, après c'est vous qui voyez, hein, mais en tout cas moi c'est pareil, ils ont pris la porte et ils sont partis. En huitième position, j'ai mis les jaloux et les envieux. Alors les jaloux, eh ben, écoutez, ça c'est pas compliqué, hein. Très souvent les gens qui sont jaloux, eh ben, c'est les gens qui se rendent compte qu'ils sont pas capables de faire ce que font les autres. Donc du coup, bah, frustration, parce qu'il y a toujours cet effet-là, hein, frustration, compensation. On a une vie qui est pas terrible, alors du coup on crache sur le voisin parce que lui, eh ben, il a acheté une voiture neuve. Et parce que lui part en vacances, et parce que lui machin. Donc très souvent les gens qui sont jaloux ou envieux des autres, c'est des gens qui sont frustrés dans leur vie, hein. C'est-à-dire qu'ils ont une vie de merde, en clair. Donc ils ont une vie qui est pas terrible, et alors du coup, eh ben, forcément ils bavent sur tout ce qui se passe chez le voisin. Et puis souvent, c'est des petites phrases assassines. C'est-à-dire qu'il y a des petites phrases comme ça qu'on nous lâche. Ah bah oui, toi, tu vas en vacances. Bah oui, connasse, je travaille 70 heures par semaine, montrait plus que j'aille pas en vacances en plus. Je vais pas m'énerver. Donc, donc voilà. Ah bah t'as changé de voiture. Eh bah ouais, j'ai changé de voiture. Et puis regarde bien, parce que la prochaine, elle sera encore plus grosse. Et bientôt, je roulerai en camping-car. Non, je déconne, j'aime pas le camping-car. Mais voilà, je préfère
Vous savez, je vais vous raconter une anecdote comme ça, tiens, ça va faire parler ça aussi. Il y a quelques années, c'était il y a une dizaine d'années, quand j'ai acheté ma maison, j'ai un grand terrain derrière, donc j'avais mis une piscine pour mes enfants. Voilà. Et un jour, je vais chercher mon fils à l'école. Voilà, hein, c'est banal, hein. On attend, il y a toutes les mamans qui sont en train de parler recettes de spaghettis à l'italienne et moules à cake, qui sont tous en train de parler de leur truc. Alors moi, je me suis jamais sentie trop bien aux sorties d'école et aux rentrées d'école, hein, parce que les discussions, comment détacher un pantalon avec des traces d'herbe, c'est un truc qui m'a jamais trop parlé, mais bon, voilà. Donc, on est comment je dirais? C'est une vitrine, hein. C'est-à-dire qu'on fait tous genre, on est des mamans parfaites, hein. Moi, je sais détacher. Tu connais pas le bicarbonate de soude, hein? Donc, voilà. Donc, il y a une dame qui vient me voir à ce moment-là, qui me dit, dis donc, mais t'as mis une piscine chez toi? Donc déjà, faut être quand même vachement bien renseigné, ou alors faut avoir un drone pour réussir à voir ce qui se passe chez moi, parce qu'il y a des arbres qui entourent ma maison et ma propriété, on va dire, des arbres de 10 mètres qui sont tout autour. Donc pour réussir à voir ce qui se passe derrière chez moi, faut quand même être vachement doué. Je dis ben ouais. Elle me dit mais tu sais que t'as pas le droit. Tu sais que t'as pas le droit de faire ça. Non, 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 non. T'as pas le droit parce que t'as pas demandé de permis de travaux. Eh ben, tu sais qu'on peut te la faire enlever, hein. Parce que si quelqu'un sait à la mairie que tu as fait une piscine et que tu n'as pas demandé d'autorisation de travaux, eh ben, tu vas être obligé de la boucher, ta piscine. Ouais, 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 ouais. Et là, je suis restée regarder cette pauvre ignarde et je lui ai dit, mais retiens-moi si je délire, mais il me semble que j'ai pas besoin de permis de travaux pour une piscine autoportée. Ok? C'était une piscine autoportée. Et cette espèce de pauvre cruche, elle avait dû entendre que, par que, et par que, et par que, ça avait dû faire 20 fois le tour du bourg avant qu'elle ne comprenne que c'était une piscine autoportée et que je n'avais pas besoin de permis de travaux. Et que je me connais suffisamment dans les lois, etc. Il n'y a pas de souci. Si j'avais eu besoin de faire un permis de travaux, je l'aurais déposé. Connasse. Voilà, occupe-toi de ton derrière. C'est un comportement que je ne comprends pas, mais la preuve en est. Il y a des gens qui arrivent quand même à des extrêmes et qui sont perturbés de la vie d'autrui. Mais occupez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos affaires. Vous avez tous suffisamment à balayer devant votre porte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui viennent me dire, et tu sais pas, et t'as pas entendu, et moi j'ai vu, et moi je sais. Moi je sais pas. Je sais pas. Je suis dans mon bureau, je passe 15 heures par jour dans mon bureau. Alors tu sais, ce qui se passe à l'extérieur, je ne sais pas. Et quand je suis en vacances, je reste pas ici, donc je ne fréquente pas les gens et les ragots, les machins, les trucs, ça n'a jamais été mon truc. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Alors, continuons. En numéro 9, j'ai mis des gens qui sont stressés de la vie. Le stressé de la vie. Eh ben oui, le stressé de la vie a envie de tout contrôler. Le stressé de la vie a envie d'avoir une vie parfaite. De toute façon, tout est parfait. Ou du moins, il faut que ça fasse comme si c'était parfait. Non, parce qu'on sait tous que c'est pas parfait derrière. D'accord? Donc, il faut que les enfants soient parfaits. Il faut qu'ils réussissent bien à l'école parce qu'ils sont parfaits. Il faudrait aussi que je réussisse dans mon travail parce que je suis parfaite. Il faudrait que ma voiture soit parfaite, que tout soit parfait. Tout parfait. Donc, au final, ce sont des gens qui s'angoissent absolument pour tout et pour rien, d'ailleurs, qui courent dans tous les sens, qui brassent de l'air, qui se stressent, qui s'angoissent, enfin bref, voilà. Alors, quand vous êtes hyper zen, parce que moi, je me rends compte aujourd'hui que je suis zen, en fait. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Bah, que nous, en fait, on est très, très zen. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche, c'est une journée qui est off pour tout le monde. Si on est par exemple à la maison, on va parler de l'hiver, admettons, en hiver. Voilà, on est tous à la maison. Chacun va avoir une occupation.
C'est-à-dire que moi, bah, très souvent, je vais être sur mon ordinateur à travailler, voilà. Mon ami va faire autre chose, mes enfants vont faire autre chose. On va se croiser comme ça dans la maison, mais c'est très silencieux, il n'y a pas beaucoup de bruit. Il y a souvent un fond sonore, on met toujours un peu de musique chez nous pour détendre, tout ça. Donc c'est très très zen. Eh ben, imaginez que vous faites rentrer quelqu'un dans cette bulle zen, ou qui est très stressé, qui a besoin de savoir qu'est-ce qu'on va faire, où on va, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, ah bon, comment, gna. Eh, détends-toi, tout va bien se passer. Et très souvent, les stressés de la vie, je les retrouve aussi, je les appelle les stressés de la vie, c'est de l'humour, mais je les retrouve aussi chez certains clients qui viennent me voir, qui viennent me consulter, ou chez certaines personnes qui m'appellent comme ça, et qui vont m'appeler par exemple 10 fois pour la même chose. C'est-à-dire que je ne réponds pas au téléphone puisque je suis occupée, je suis en consultation, admettons, je suis en train de rappeler quelqu'un, ou je suis en train de discuter avec mon fils aussi, hein, je fais des pauses dans la journée quand même. Et j'ai des personnes comme ça qui vont s'obstiner, quoi. 9 heures. Eh, pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? 10 heures. Pourquoi vous ne me rappelez pas? 11 heures. Ah, je comprends pas, vous ne me rappelez pas. Non, mais hey, détends-toi, cocotte. Détends-toi. Ça va bien se passer. Je te répondrai quand je pourrai. Dis-toi que tu n'es pas la seule, en fait, hein, parce que j'en ai pas une comme ça. J'en ai des centaines. En une journée, je peux avoir plus d'une centaine d'appels. Pourquoi vous ne m'avez pas rappelé? Ben, parce que ma boîte mail est saturée. J'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps. Alors, maintenant, je fais ça. Je fais ce qui est très clair, parce que bah, pour moi aussi, hein, j'aime pas travailler dans le stress. Ça, c'était avant. Avant, oui, je travaillais dans le stress, j'avais pas trop le choix. C'était comme ça. J'étais très angoissée aussi par rapport à mes résultats, par rapport à mon travail, par rapport à mes objectifs, enfin voilà. Mais aujourd'hui, je cultive une certaine forme de liberté et je refuse absolument d'être soumise à une source de stress. Donc quand je vois que j'ai une personne comme ça qui est beaucoup, qui stresse, pourquoi je réponds pas, pourquoi j'ai pas eu de message, pourquoi vous m'avez pas. Alors ça, on m'a fait ça aussi il y a pas longtemps. C'est-à-dire que j'avais mis un rendez-vous, elle m'a dit OK pour telle date. Alors admettons, je propose une date au 17 juillet. Je dis voilà, on a rendez-vous ensemble le 17 juillet à 14 heures. Elle me répond OK le 17 juillet à 14 heures. Pour moi, c'est bon. Je veux dire, je lui ai proposé une date, elle me l'a confirmée. Youpi! Non, 2 jours plus tard. Mais comment se fait-il que tu m'as pas confirmé la confirmation du rendez-vous que tu m'avais proposé? Bah, si je te l'ai proposé, c'est qu'il est libre, parce que sinon je te l'aurais pas proposé. Tu vois le truc? Donc ça sert à rien que je te valide la confirmation du rendez-vous que je t'ai proposé. Tu vois le genre ou pas? Non, eh ben vous savez que c'est affolant le nombre de gens qui sont complètement stressés comme ça et qui viennent vers moi pour avoir confirmation de la reconfirmation de la première confirmation du rendez-vous qu'ils avaient eu. Détendez-vous, ça va bien se passer. Je pense que je vais mettre un petit peu de musique zen sur mon répondeur. Parce que du coup, pas plus tard qu'aujourd'hui, ça m'est arrivé, une personne qui m'a demandé une consultation. En plus, c'est une consultation que je fais toute seule de mon côté. Donc ça veut dire ben, concrètement que tu attends, comme tout le monde. Tu prends la queue, hein, c'est un petit peu comme à la sécu, c'est chacun son tour. Et ou à la confesse, c'est comme vous voulez. Et du coup, cette personne-là, elle m'a laissé 2, 3 messages aujourd'hui. Après, c'est son amie qui m'a appelé parce que je répondais pas. Après, elle voulait carrément prendre un billet de train pour venir en Bretagne parce que j'avais pas répondu. Non mais tout ça en si peu de temps, mais détends-toi, prends une infusion, un petit peu une verveine, je sais pas, ouvre la fenêtre, respire, mais tout va bien se passer. Et quand je vois que ce sont des personnes qui me stressent, eh ben je refuse maintenant. Je refuse. Je dis non. Écoutez, moi j'ai pas que ça à faire. À un moment donné, c'est où je suis secrétaire, ou je suis médium, mais je peux pas faire les deux. C'est pas possible. Donc vous prenez votre mal en patience et vous patientez. Et si vous patientez pas, ce n'est pas grave, ce sera pas avec moi. C'est pas gênant. Il y a des médiums, vous savez, qui ont 1 an de délai hein, pour un rendez-vous. Donc au final, ça va. Je suis pas si indisponible que ça. Prenez votre mal en patience. Patience, patience, patience. Ici, pas de stress, pas d'angoisse, que du plaisir et que de la liberté. C'est important. En 10e position, j'ai mis les personnes qui n'ont pas de compassion et qui n'ont pas d'empathie. Alors ça, c'est difficile parce que moi, bien sûr, je suis très empathique.
J'apprends aussi à réguler mon empathie, attention, hein. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo un jour sur les gens qui sont empathes, hein, pour réussir à identifier l'empathie, parce que clairement, on est tous plus ou moins empathiques. Il y a des gens qui sont empathiques à l'extrême et qui du coup se laissent complètement envahir par les émotions qui sont autour d'eux. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont vraiment pas du tout empathiques. Et là, ça devient problématique, c'est-à-dire que finalement, vous ne pouvez pas avoir réellement d'échange avec une personne bah, qui est fermée à tout, quoi. Elle a pas d'empathie, elle a pas de compassion, tout ça, ça l'emmerde. Tout ce qui se passe, ouais, mais bon, voilà. Tout ça, il y a pas de. C'est une discussion finalement qui va être de surface. Bah, il fait beau, ouais, t'as vu la météo, oh là là, il fait chaud. Stop, c'est tout, quoi. Derrière, on peut pas beaucoup creuser, quoi. Il n'y a pas beaucoup de matière, je dirais. C'est souvent des gens qui sont un peu qui se prennent pour le centre du monde, hein. Il n'y a que eux qui font bien, il n'y a que eux qui machin, il n'y a que eux qui réussissent. Oui, mais moi, je sais que. C'est des personnalités en général qui sont assez égocentriques, narcissiques et égoïstes. Pas terrible, hein. Personnellement, j'ai aussi fait le choix de réguler ce genre de comportement. Ça m'intéresse pas, en fait. Alors, ensuite, on va parler d'autres vampires qui sont tout aussi sanglants, hein, que les autres cas de figure que j'ai pu exposer au-dessus. Sauf que c'est vrai qu'on en parle plus que les autres. C'est un petit peu un effet de mode aussi, hein. Je pense qu'il faut avoir du discernement dans tout ça. Mais on entend beaucoup parler des pervers manipulateurs. Donc les pervers manipulateurs ou les femmes, hein, parce que souvent on parle que des pervers. Et je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont concernées par ce trouble de la personnalité. Parce que pour moi, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui souffre d'un problème dans sa personnalité. D'accord? Euh, et il y a différents degrés, hein, dans la manipulation, bien sûr, parce que très souvent, le manipulateur engendre un système, hein, une mécanique, on va dire, pour obtenir de nous quelque chose. Ça peut être du matériel, ça peut être de l'affectif, ça peut être de l'argent, ça peut être, voilà. Sauf que pour moi, et c'est là où je fais la distinction entre le pervers manipulateur et le pervers narcissique, voire les deux, parce que des fois il y a le maxi combo, hein, le pervers narcissique et manipulateur. Alors, celui-là, il a tout gagné. Mais pour moi, le pervers manipulateur, c'est pas quelqu'un qui est complètement, je dirais, ce n'est pas un cas désespéré. Je pense que le pervers manipulateur peut reconnaître ses erreurs s'il débute une thérapie, par exemple. Je pense que dans une thérapie psychologique, il peut y avoir encore une lueur d'espoir pour récupérer quelqu'un qui est dans la manipulation. Alors, ils lui font un bon psy, hein, parce que sinon il va se faire bouffer, mais je pense que le manipulateur, finalement, c'est un escroc. Et je pense que l'escroc peut réussir, à un moment donné, à reconnaître son erreur. C'est vraiment mon avis, hein. Attention, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ma vérité. Moi, je pense que le manipulateur, finalement, il joue avec les sentiments, il ment, il fait culpabiliser ses victimes, il va dans le sens d'eux pour mieux obtenir, et souvent, il se cache derrière des faux semblants, des fausses émotions, des fausses choses comme ça. Il est dans la manipulation. Et souvent, il va souvent prêcher le faux pour savoir le vrai aussi, hein. C'est une manipulation mentale et psychologique. Donc, je pense que la différence entre le manipulateur et la personne qui est narcissique, c'est vraiment ça. Le manipulateur, je pense on peut le sauver, on va dire, contrairement à l'autre. Alors, le pervers narcissique, c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus dangereux. Je pense que c'est le trouble de la personnalité, parce que c'est un trouble de la personnalité, qui est, à mon sens, le plus dévastateur pour l'entourage. Très souvent, mais là aussi ça regarde que moi, je pense que les personnes qui sont comme ça le sont pas par hasard. Je pense qu'il y a un problème dans leur enfance, dans leur construction, par rapport souvent à l'image des parents. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui va pas. C'est dysfonctionnel, comme on dit, et du coup, forcément, ça va avoir des répercussions à l'âge adulte. Je me dis qu'on peut pas devenir comme ça par hasard. Je veux dire que on peut pas grandir en étant comme ça.
On peut pas naître avec le gène de la perversion, tu vois? C'est pas possible. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à la construction. On devient comme ça parce qu'on a vu ça et qu'on s'est perdu, en fait. On s'est perdu dans les émotions, on s'est perdu dans la construction, on s'est perdu dans tout ça et on sait plus, quoi. Et très souvent, le pervers narcissique a une image dévalorisante d'elle-même, consciemment ou non d'ailleurs, hein, ça c'est pas très grave. Et du coup, il a ce besoin toujours chronique de rabaisser toutes les personnes qui sont autour d'eux. Parce qu'il n'y a que eux qui sont bien. Le pervers narcissique, concrètement, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus malin, c'est lui le plus beau. Et voilà, il a toujours raison, surtout quand il a tort, évidemment. Et on ne peut pas penser le contraire, ça serait terrible de penser le contraire. Il n'y a que lui qui est bien. D'accord? Et très souvent, c'est difficile pour l'entourage de le suivre parce que il n'est jamais très clair en fait dans ses idées, dans ses positions, dans ses propos. Il s'en mêle souvent les pinces, hein, il revient en arrière sur ce qu'il a dit la veille et il va vous dire que c'est vous qui n'avez pas compris. Bah oui, forcément. Vous comprenez pas. C'est pas de sa faute, hein. Il est souvent victime d'un entourage médiocre. Il n'y a que lui qui est parfait, mais il n'a pas de chance parce que tout au long de sa vie et de son existence, il rencontre que des gens qui n'ont pas la capacité de le comprendre. Parce que lui, il est tellement parfait que tout le monde ne peut pas saisir la perfection. C'est pas facile. Vous voyez le genre déjà? Donc, forcément, il ne peut s'épanouir que en révélant sa superbe, parce qu'il est formidable, il est magnifique, il est charmeur, il est séducteur, il est voilà. D'ailleurs, en public, très souvent, le pervers narcissique est très charmant. Il est très charmant. C'est l'homme que tout le monde a envie d'avoir. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est prévenant. Eh ben, on te le prête si tu veux, tu vas te marrer. Donc voilà, souvent c'est ça, hein. C'est un charmeur. Il aime bien faire miroiter qu'il est parfait. On tomberait vite sous le charme. Il est beau, il est grand, il est fort. Bref, hein. Donc bien sûr, tous les problèmes qu'il y a, bah, ça vient pas de lui, ça vient des autres. Tous les défauts qu'il peut avoir, bah, c'est pas de sa faute, c'est de la vôtre. Et puis quand il est énervé, c'est aussi de votre faute. Bah oui, parce que vous l'avez cherché. Donc voilà. Très souvent, les personnes qui sont confrontées au pervers narcissique et manipulateur se culpabilisent de ne pas forcément le comprendre. Ils se disent oui, mais c'est de ma faute parce que j'arrive pas à le comprendre. Oui, mais j'aurais dû faire attention. Oui, mais j'aurais dû faire ci. Oui, mais j'aurais dû faire ça. Bon, au final, vous savez même plus ce qu'il faut dire ou faire parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, ça sera jamais bien. Jamais. C'est pas compliqué. Donc au fur et à mesure, très souvent, les personnes qui sont entourées de pervers narcissiques commencent à perdre confiance en soi. Oui, ils perdent confiance en soi. Ça se dit ça? Je sais pas. Ils perdent confiance en soi, en eux. Voilà. Et ils commencent aussi à se poser des questions et à se dire que bah, finalement tout vient d'eux, quoi. Le problème c'est eux, c'est pas le pervers narcissique. Vous voyez le truc? Donc on a toujours peur de mal faire, on a toujours peur de mal dire, on a toujours peur, l'impression de marcher sur des œufs pour plaire à l'autre. Est-ce que cette fois-ci ça va lui plaire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce qu'il va rien dire? Quelle galère. Les signes qu'on peut détecter chez un pervers narcissique. Alors il faut se méfier hein, parce que le pervers narcissique est extrêmement charmeur, c'est ce que je disais tout de suite. Donc il va avoir tendance à sortir ses meilleurs atouts, hein, sa plus belle facette en public, il va s'en servir. Et c'est souvent comme ça qu'il séduit. Hein. C'est-à-dire que toutes les femmes se disent oh là là, quel homme! Donc voilà. Et puis ensuite, il va commencer à isoler sa victime parce qu'il faut mieux qu'elle soit seule. Hein. Plus elle sera seule et moins elle pourra se défendre. Donc en général, il critique son apparence, il critique l'entourage. Bah oui, genre ta famille, bah c'est tous des cons, ils comprennent rien. Voilà. Donc du coup, il va vous influencer pour couper les ponts avec la famille. Les copines, bon, il va aussi vous influencer de couper les ponts avec votre copine, parce qu'elle est chiante, elle comprend rien, elle aussi. Voilà. Et puis petit à petit, il isole sa victime. Et après, bien sûr, il va commencer à l'attaquer sur le physique. Voilà. T'as vu comment t'es? T'as vu, t'es pas belle aujourd'hui, et t'as vu pourquoi tu portes ça, et tu ressembles à rien, et machin. Voilà. Tout ça pour vraiment vous dévaloriser et puis vous faire perdre confiance en vous, tout simplement. Donc l'isolement, hein, ça c'est la façon dont il a de vraiment de prendre à part
sa victime. Après, c'est quelqu'un aussi qui peut mentir, hein. Il peut lancer des ragots, il peut lancer des rumeurs pour faire penser que, euh, pour aussi donner du crédit si jamais il vous fait une crise. J'ai connu des pervers narcissiques qui lançaient eux-mêmes des ragots, et quand ça revenait, ils disaient: «Mais dis donc, qu'est-ce que ça veut dire?» Par contre, généralement, il ne s'énerve pas en public, hein. Il est suffisamment doué pour justement faire preuve d'une espèce de froideur émotionnelle, comme ça, hein, pour pas s'énerver en public. Comme ça, il vous dira: bah, c'est pas moi, c'est elle. C'est doué, hein, quand même, hein. C'est particulièrement vicieux et c'est vraiment insidieux. C'est-à-dire que ne vous dites pas qu'à un moment donné, ils vont prendre conscience que pas du tout. Ces gens-là n'ont pas d'émotion. Ils ont un problème avec l'émotionnel, justement. Donc tout ça, ça leur parle pas. Ils n'auront pas de pitié. Ils n'auront pas de limite dans leurs propos. Ils n'auront pas de remords. Ils vous feront croire qu'ils en ont, mais en fait, ils en ont pas. Il faut bien saisir le fonctionnement, le mécanisme de la perversité euh, narcissique comme ça. C'est vraiment, c'est passionnant en même temps. Si vous faites des recherches, aujourd'hui, vous trouverez plein de bouquins là-dessus. Mais le pervers narcissique dira jamais qu'il a un problème. Le pervers narcissique n'ira jamais voir un psy, puisque le psy, il est nul. Forcément, tout le monde est nul. Il n'y a que lui qui est bien. Et si on s'interroge sur ce domaine-là, vraiment, si vous voulez pousser vos recherches là-dessus, vous trouverez plein de livres là-dessus, sur ce domaine, et ça répondra certainement à plein de vos questions. La question qu'on me pose très souvent, c'est comment se protéger des personnes qui sont toxiques. Alors, en admettant hein, que vous avez rempli votre feuille, enfin, j'espère pas que vous l'avez remplie, mais que vous avez peut-être noté un nom ou deux de personnes qui vous sont venues et vous êtes en train de vous dire, bah ouais, d'accord, mais comment je peux faire pour couper les ponts? Comment je peux faire? Ça y est, je l'ai identifié, je sais qui c'est, mais comment je vais faire? Alors, c'est pas souvent facile. Je vais pas vous dire que c'est facile. Je dirai jamais que c'est facile. Par contre, je dirais que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de faire sortir les gens qui sont nocifs de votre vie parce que vous vous apercevez bien après que vous auriez dû le faire beaucoup plus tôt. Et surtout, c'est difficile de ne pas se culpabiliser. C'est-à-dire que très souvent, on va se sentir coupable, on va se dire oui, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas gentil, là, j'aurais peut-être pu faire un effort, et il a dit que la prochaine fois, il ne ferait pas, et peut-être qu'il va changer, et peut-être que machin. Et en fait, c'est là que les choses se gâtent. C'est que la culpabilité, il ne faut pas l'avoir. La culpabilité, c'est une chose à mettre de côté en se disant, mais non, finalement, cette relation-là elle me fait du mal, donc non, il ne faut pas que je continue. Et c'est là où justement il faut réussir à faire un bilan. Alors, tout n'est pas tout noir ou tout blanc hein, chez les gens, mais il faut réussir à faire un bilan en se disant est-ce que cette relation finalement ne m'apporte pas plus de mal que de bien? Et est-ce que c'est pas plus important finalement que j'aille bien plutôt que de me faire du mal pour que elle aille mieux? Hein? Il y a un questionnement à avoir, hein, il y a une réflexion. Et il y a un très beau dicton qui a été écrit par Jean Serré et que j'ai mis d'ailleurs sur Facebook quand j'ai parlé de faire cette vidéo, où je disais on ne met pas fin à une relation toxique parce qu'on ne l'aime plus, mais parce qu'on commence justement à s'aimer soi-même. J'en parle aussi hein, dans d'autres vidéos, je disais, il y avait un dicton que je gardais de côté, j'en parle très souvent hein, dans mes consultations. Je dis souvent cette phrase, je t'aime, je te pardonne, je m'aime, je t'abandonne. Et je trouve que c'est débordant de bon sens parce que c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut vous faire du bien à vous. Et si une relation qui est autour de vous, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit etc., vous ne pouvez pas vous forcer. Et c'est justement là où il faut prendre des mesures. Et c'est pas facile, hein. Attention, hein, je vais pas vous dire que c'est facile. Si on parle par exemple de la famille, la famille, c'est très complexe, hein. Le noyau familial, c'est toujours complexe. On a parfois des relations, et ça c'est dans notre construction en plus, hein. On nous apprend à faire des efforts. Fais des efforts, c'est ton frère. Fais des efforts, c'est ta mère. Fais des efforts, c'est ton père. Alors que non, en fait, il ne faut pas faire d'efforts avec des relations qui nous font du mal. Et ça, faut le comprendre. On a tous eu des... J'en perds ma voix.
C'est dire. Ah, j'ai un problème, je perds ma voix parce que je parle tellement en ce moment que j'ai la voix qui est comme ça. Je vous disais, souvenez-vous, le repas de Noël. L'anniversaire de la petite dernière, où on se dit, oh là là, l'autre il va être là, j'espère que... Voilà. Très souvent, on est obligé de fréquenter des gens dans le cercle familial parce qu'on se dit que c'est obligé, parce que c'est... Voilà. Alors que non, il faut pas tomber là-dedans, parce que sinon on tombe dans le chantage affectif. Si tu n'es pas gentil, tu ne verras pas mes enfants. Si tu ne viens pas, tu seras une très vilaine fille. Non, j'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Point. La réflexion qui est bonne, c'est celle-là. C'est pas facile, je le conçois. Tout à fait. Mais n'empêche que, à partir du moment où vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Ça sert à rien de se prendre la tête entre 3 apéricubes et le gigot que maman a préparé à table. Enfin, je veux dire, vous savez très bien que ça va finir en eau de boudin à un moment donné, donc gagnez du temps. Je veux dire, si vous y allez avec la peur au ventre, avec la tension sur les épaules, en disant ouh là là, si je dis ça, il va me dire ça, et si on parle de ça, il va parler de ça, et là, il pourrait péter un plomb, et là, machin. Bah, clairement, n'y allez pas. Dites simplement les choses. Non, j'ai prévu une superbe après-midi plage et je ne serai pas avec vous. Bon, forcément, si vous dites ça le 24 décembre, ça va pas passer. Mais dites simplement les choses. Écoutez, non, j'ai pas envie. J'ai envie de passer un bon moment avec des gens qui vont bien, entourés de bonnes personnes. Voilà, ça me ferait plaisir. Pas de tension, pas d'angoisse, pas de stress, juste un bon moment. Donc, non, je ne viendrai pas. Ça viendra hein, avec le temps. Si la relation est d'ordre amoureuse, ouh là là, vous êtes tombé bien sûr sur la mauvaise personne. Très souvent. Il y a des gens qui ont un don pour ça hein, aussi. Hein. Ils ont tendance à tomber que sur des tarés. Et à un moment donné, on se demande, mais c'est pas possible, je suis sûre que je rentre dans une salle qui est pleine de monde, je vais tomber sur le seul qui est désaxé. Oui. Et tu sais pourquoi? Posez-vous cette question. Pourquoi? Parce que souvent, j'ai des femmes comme ça qui me disent, j'ai rencontré un homme, j'ai galéré pendant 5 ans, j'ai réussi à m'en défaire, j'ai rencontré un autre, il était encore plus cinglé que le premier. Comment ça se fait? Eh bien, tout simplement, on vous met sur votre vie un cas de figure où on vous dit, voilà, tiens, on va te faire rencontrer un homme qui est un peu pas bien là, tu vas t'en sortir. Au bout de 5 ans, tu t'en vas. Ok, tu vas retomber sur le même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la leçon. T'as pas compris la leçon. Et tant que t'as pas compris la leçon, eh ben hop, ça va revenir à chaque fois sur le même cas de figure. Donc c'est pour ça l'intérêt de faire un travail sur soi. Tant qu'on ne solde pas les choses et tant qu'on n'arrive pas à faire un travail sur soi en étant objectif, on tombera toujours sur la même situation. Que ce soit dans la vie amoureuse, professionnelle, personnelle, etc. Hein. Si on ne comprend pas notre mode de fonctionnement et ce qui ne va pas, ça ne pourra jamais évoluer positivement. Eh ben non. Donc, si tu tombes un jour, je dis tu, hein, parce que c'est toi qui me regardes, si tu as eu un homme qui était désaxé dans ta vie, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, essaie d'être un peu plus observatrice, essaye de dresser les choses concrètement, essaye de ne pas foncer tête baissée en ayant des couettes et en te disant ah, ça y est, je suis amoureuse. Non, non, aborde les choses bien, correctement, construis-toi les. Tu vois, et tu verras que tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur quelqu'un de normal. Voilà, parce que tu auras un détecteur de gens tarés. Ok? Et puis dans la vie amoureuse, si vous êtes en ce moment avec ce type, dans un type de relation comme celle-là, je vais y arriver, eh ben, dites-vous bien que de toute façon, il va vous dire qu'il changera. Oui, mais la prochaine fois, je ne ferai pas. Bah non, tu as raison, la prochaine fois, il fera pire. Et puis, il y aura toujours une prochaine fois, parce que les gens ne changent pas. Si c'est un manipulateur et qu'il accepte de se soigner, youpi tralala. Si c'est un narcissique, passez votre chemin très vite, hein, parce que de toute façon, il changera jamais. Voilà. Si c'est une relation toxique dans le travail, alors dans le travail, c'est pas forcément très simple à régler non plus parce que du coup, forcément, vous allez avoir cette pression sur votre tête en vous disant que si vous faites quelque chose de travers, vous allez perdre votre travail, vous allez vous faire virer, vous allez être discréditer peut-être même avec vos prochains employeurs parce qu'il est capable de vous faire une mauvaise réputation. Donc, c'est toujours complexe, je vous l'accorde.
Le conseil que je pourrais vous donner, si un jour vous êtes amené à travailler avec une personne qui exerce une espèce de pression comme ça sur vous, vous sentez qu'il y a quelque chose de malsain, parce qu'en général le corps nous le dit, je vous conseille de préférer toujours les notes, hein. Prenez des notes, envoyez des mails, tout ce qui vous dit à l'oral, tous les échanges qui sont entre deux portes, là, vite fait, vous faites toujours un mail derrière en lui disant suite à notre échange, suite à notre conversation, pour donner suite à votre demande verbale, pour machin, toujours un maximum de preuves, toujours un maximum d'écrits. Pourquoi? Parce que le jour où ça se gâtera, il vous en faudra. D'accord? Donc, toujours tout à l'écrit. Déjà, c'est la base. Comme dirait mon fils, c'est la base. Donc, euh, protégez-vous tout de suite. Prenez toujours les devants. N'attendez pas que la situation se gâte. Vous risqueriez fort de le regretter à un moment donné. Même si c'est lourd, hein. Mais notez. Et il vous dira, mais dis donc, pourquoi tu me fais un mail à chaque fois? Et là, vous jouez la neuneu. Vous dites, bah ouais, mais c'est parce que j'oublie. Ou alors vous êtes comme moi et vous avez vraiment un problème de mémoire, mais voilà, ne vous faites pas avoir. Essayez aussi de ne pas montrer vos émotions. C'est-à-dire que très souvent, le pervers narcissique va avoir tendance à chercher dans l'émotionnel, là. Il a besoin de voir un petit peu. Si jamais vous craquez un matin parce que vous êtes débordé et qu'il n'a pas arrêté de vous donner du travail, du travail, du travail, c'est pour vous tester. À un moment donné, ne craquez pas, ne vous mettez pas à pleurer. Si vous pleurez, il gagne. Si vous craquez, il gagne. Si vous vous plaignez, il gagne. Donc, zéro émotion. Pas facile, je sais. Qu'est-ce que j'ai noté autrement? Jouer le disque rayé. Ah bah moi j'aime bien quand je fais ça. C'est-à-dire que vous faites de la neuneu en fait, faites l'idiote. C'est-à-dire que donc moi je reformule en fait. C'est-à-dire que donc si je comprends bien, vous me demandez de. Si j'ai bien compris, il faut faire ça. Si je comprends, mais vraiment reformuler comme ça, verbaliser clairement ce que lui n'a pas dit clairement. D'accord? C'est-à-dire que très souvent, le pervers narcissique va avoir tendance à sous-entendre les choses, alors que vous, du coup, vous le prenez à l'envers, en disant les choses clairement. Quand on dit les choses clairement, ils peuvent être déstabilisés. Donc, soyez toujours très clair. Limitez les contacts avec lui, c'est-à-dire que limitez aussi vos conversations. Si c'est pas intéressant, parlez juste de la pluie et du beau temps. Point. C'est tout. J'espère très sincèrement que tout ce que j'aurais exposé dans cette vidéo vous aura aidé en tout cas à faire du tri dans vos relations, mais aussi à faire du tri finalement sur les émotions, sur tout plein de choses. Quoi qu'il advienne, sachez que personne n'a le droit de vous nuire ou de vous faire du mal, que toutes les relations qui offrent des sentiments négatifs, ce sont des relations toxiques, et que j'ai envie de rire parce que si vous saviez comme ça me parle, tout ça, et si vous saviez le nombre de personnes avec qui j'ai coupé les ponts pour aller mieux. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous dire parce que identifier une personne qui est négative, c'est déjà une victoire. C'est déjà bien, c'est un premier pas. Après, une fois qu'elles sont identifiées, il faut réussir à couper les liens. Et c'est là le plus dur. Et moi, je parle souvent, d'ailleurs, quand j'ai écrit mon guide, mon journal d'évolution spirituelle, je parlais de lessivage. Le lessivage, c'est quand on a identifié les personnes qui sont nocives et qu'on décide de les éliminer de notre vie, même si c'est très dur. C'est forcément très dur. Je vous dirai jamais que c'est facile. Par contre, je vous dirais que ça vaut le coup. Ça, mais c'est incroyable. Et je pourrais vous dire que ma vie a changé quand j'ai sorti les gens qui étaient négatifs. De ma vie, de ma maison, de mon entourage, de tout ça. Et il y a des membres de ma famille avec qui j'ai coupé les ponts. Et aujourd'hui, je suis soulagée de l'avoir fait. Et il n'y a plus d'impact, en fait. L'emprise n'est plus là. Même le chantage affectif qu'on a pu me faire par rapport à des personnes de ma famille, ça marche plus non plus. Parce que je me dis que si moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que ces gens-là, ils n'étaient pas bons, il y a de fortes chances pour qu'eux aussi se rendent compte de tout ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Après, il faut pas tomber non plus dans la parano. Je pense que
en chacun et en chacune de nous, il y a forcément du bien et du mauvais. Je ne jetterai pas la pierre. J'ai passé des périodes de vie qui étaient très difficiles, mais pour autant, ce sont aussi des personnes qui m'ont beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai compris. Aujourd'hui, je sais ce que c'est une personne qui fait du chantage. Je sais ce que c'est un mytho. Je sais ce que c'est la manipulation. Je sais ce que c'est le problème du narcissique. Je sais tout ça. Et ces personnes-là, finalement, je les déteste pas. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je les remercie. Je suis complètement en paix avec elles parce que j'ai plus d'émotions, en fait, j'ai plus rien. C'est-à-dire que voilà, j'ai plus rien, le vide. Et, euh, et j'ai appris, quoi. Donc merci. Et je pense même que je vais dédicacer cette vidéo à mon père. Voilà. Parce que c'était un pervers narcissique et manipulateur. Et j'ai réussi à couper les ponts avec lui, donc je suis guérie. Et puis je vais aussi dédicacer cette vidéo à ma sœur avec qui j'ai coupé les ponts aussi il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, et avec qui aujourd'hui je n'ai plus de contact, et c'est tant mieux, parce qu'aujourd'hui je suis super heureuse, et le principal c'est ça, c'est d'être heureux. Et ça n'a pas de prix, hein. Le plus important finalement c'est ça. Et la famille, puisqu'on en parlait tout à l'heure, pour moi la famille c'est pas forcément celle qui nous accueille quand on est. La famille, pour moi, c'est celle qu'on choisit. C'est-à-dire que dans la vie, on va faire des rencontres amicales, par exemple, qui vont venir se greffer autour de nous. Comme ça peut être aussi professionnel. J'ai rencontré des gens professionnellement dans d'autres vies, comme je dis souvent, mais dans d'autres situations, qui sont devenus des amis. Et pour moi, ces personnes-là, ce sont les personnes avec qui on a un lien qui se crée très très vite. On ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui se crée très très vite, c'est très fort. Et ben pour moi, la famille, c'est ça. La famille, c'est celle qu'on choisit, c'est pas celle qu'on subit. C'est pas mal, hein, comme dicton. Et écoutez-vous en toutes circonstances. Soyez toujours à l'écoute de vous-même. Si vous pensez qu'une relation n'est pas saine, vous pouvez commencer à mettre de la distance. Alors, vous pouvez mettre de la distance géographique, hein, mais je ne vous conseille pas non plus de vendre votre maison et de partir vivre en Laponie, c'est pas la peine. Mais vous pouvez déjà instaurer aussi une distance émotionnelle. Est-ce que tu es disponible? Non, je ne suis pas disponible. Je serai disponible telle date. Espacez les visites, mettez du temps entre les deux, mettez vraiment un maximum de temps. Et puis vous allez voir qu'au final, ils vont se lasser. Ah, elle est jamais disponible. Bah non, elle n'est pas disponible. Elle est heureuse et vit sa vie. Et je vous le souhaite, en tout cas, d'être pas disponible pour les gens négatifs et d'être là uniquement pour les gens qui vous apportent quelque chose et qui vous tirent vers le haut. Voilà, je suis désolée, j'étais un peu fatiguée pour cette vidéo, mais c'était important que je la fasse. Je vous retrouverai pour une vidéo foire aux questions fin juillet, que je ferai juste avant de partir en vacances. Et après, je vous souhaiterai à tous une belle pause jusqu'en septembre. Prenez grand soin de vous, surtout, et ne perdez jamais espoir, parce que croyez-moi que même dans la pire des situations, il y a toujours des solutions. À très bientôt, salut.